Deuxième grande session de lancement de nos 3 thématiques concerne le travail dans la société numérique. Et pour être plus précis, nous avons intitulé cette session « Création et redistribution de valeur, préserver les équilibres économiques et sociaux ». Je vous rappelle l'enjeu général. On est en train de se demander dans nos discussions comment recréer du sens, du bien commun dans un pays qui se pose énormément de questions et qui est, comme on l'a vu hier et comme vous le verrez encore plus demain, disrupté par la révolution numérique. Alors, hier, François Tadei nous disait que l'ouvrier qui se faisait remplacer par un robot ou dont l'emploi était percuté ou détruit par le numérique avait tendance à se jeter dans les bras des extrêmes. Évidemment, quand il en parlait, lui, il pensait à l'extrême droite et à des solutions politiques à caractère autoritaire ou anti-parlementaire. Et donc, c'est un peu de ça dont on va parler aujourd'hui, c'est de savoir comment le numérique peut non pas être une source de destruction sociale, mais une source de reconstruction du tissu social, avec Mounir Majoubi, qui est le président du Conseil national du numérique. Alors, ce que j'en sais, c'est que les vieux disent CNUM et que les jeunes disent plutôt CNUM. Donc, je vais plutôt dire CNUM. Non, je plaisante. Et avec Mounir, on va évoquer toutes ces questions. Très rapidement, pourquoi on se pose la question et nous, chez Uzbek Erika, bon, vous savez que moi, je suis le rédacteur en chef d'un magazine qui s'intéresse au futur et qui veut le faire avec optimisme et que parfois, l'optimisme a du mal à venir. Il a du mal à émerger. Et on a beau avoir cette volonté de rester enthousiaste et optimiste, le présent nous rappelle souvent à des choses un peu plus difficiles. Alors, d'après les chiffres, évidemment, ça dépend des instituts, ça dépend de ceux qui les fournissent, mais on parle de 3 millions d'emplois qui vont disparaître d'ici à 2025, d'autres disent 5 millions d'emplois. Quand on lit les études, par exemple, de cabinets comme Roland Berger, on a le sentiment que la situation va être de plus en plus catastrophique. Une chose est certaine, c'est que de toute façon, les emplois de demain ne seront pas forcément les emplois d'aujourd'hui. La moitié, on dit souvent, vous savez, hein, à un enfant, qu'est-ce que tu veux faire plus tard? Bah, en fait, il ne sait pas parce que le job de demain n'existe pas encore. Et non seulement ça pose la question de la nature de ce travail, mais ça pose aussi la question du statut du travail. On va y revenir avec Mounir. On sait que le salariat est extrêmement percuté aujourd'hui, à la fois par le travail indépendant, par ce qu'on appelle les workers on tap, vous savez, hein, comme l'eau du robinet, on ouvre, on ferme en fonction de la demande. Et tout ça pose évidemment des questions et on revient sur notre thématique de cohésion sociale, en termes de protection, en termes de sécurité sociale, en termes de retraite, d'assurance chômage. De ce point de vue-là, il y a beaucoup de menaces. Alors, comme je vous le disais, tout l'enjeu pour nous, c'est de savoir comment on sort par le haut. Et donc, nous allons poser toutes les questions à Mounir, qui à la fois se présente comme un geek, mais en même temps qui est à la tête du Conseil national du numérique, qui est, vous savez, cette commission indépendante lancé par Sarkozy il y a 10 ans maintenant, et qui est chargé de réfléchir aux grands enjeux du numérique, alors vraiment sur tous les sujets, et je laisserai Mounir en parler bien mieux que moi évidemment. Alors Mounir Majoubi est un jeune président du Conseil national du numérique, si je ne m'abuse tu as 32 ans. Alors je suis obligé, hein, c'est la loi de dérouler un petit peu ton CV, même si, comme nous l'a dit François Tadei hier, un CV, un individu n'est plus réductible à son CV. On est plus célèbre en fonction de son nombre de followers ou de son activité en ligne que de ce qu'on a fait il y a 10 ans. Mais en tout état de cause, c'est intéressant parce que tu as d'abord une maîtrise de droit. Ensuite, tu as fait un master d'économie et de finance à Sciences Po. Mais tu es aussi parti à l'étranger, à Columbia, à Cambridge. Alors j'ai lu que tu avais aussi un CAP cuisine. Donc Top Chef, c'est pour bientôt.
Tu as un ancien directeur général de la branche digitale de BETC, qui est donc une agence, BETC, une agence de pub qui faisait aussi du marketing. La plus grosse agence de France, donc tu as travaillé avec Mercedes Serra, que vous connaissez sans doute de réputation. Et tu as rejoint le Conseil national du numérique à la suite de Benoît Thiolin, début 2016. Hein. Et alors, ce qui est intéressant, c'est qu'à juste avant de partir, Benoît Thiolin, qui depuis a rejoint son entreprise et qui a quitté le CNUM, avait remis en janvier à la ministre El Khomri un rapport justement sur le travail et sur l'avenir du travail qui s'appelait Travail, emploi et numérique, les nouvelles trajectoires. Alors, je ne vais pas rentrer dans le détail, je vais laisser Mounir le faire et voir comment justement aujourd'hui le Conseil national du numérique s'empare des sujets qui ont été traités par son prédécesseur. Mais globalement, le rapport brossait un premier constat qui était qu'il n'y avait pas seulement des ruptures, mais une rupture de fond majeure dans l'histoire de la civilisation industrielle et proposait un certain nombre de recommandations, notamment, sans rentrer dans le détail, dans le fait de repenser le rapport entre l'emploi et la création de richesse. Est-ce que c'est nécessairement parce que nous travaillons que nous devons bénéficier d'un revenu, et est-ce que c'est ça finalement le cœur de l'avenir en tant que rétribution du travail tel que ça se pratiquait dans la seconde révolution industrielle, ou bien au contraire, est-ce qu'il va falloir qu'on invente des nouvelles formes de création de valeur. Demain, vous aurez le plaisir d'accueillir Bernard Stiegler qui a publié ce bouquin, hein, L'emploi est mort, vive le travail, et qui justement débroussaille toutes ces questions. Mounir, la première question que j'ai envie de te poser, c'est l'emploi, le travail sont au cœur de la pensée et de la réflexion du Conseil national du numérique. Est-ce que c'est encore le cas? Qu'est-ce qu'il dit ce rapport, si on rentre un petit peu dans le détail? Merci, hello, bonjour à tous. Dans ma biographie, ce que tu as oublié de rappeler, c'est que j'ai été 10 ans technicien réseau chez Club Internet, que j'ai été délégué syndical pendant 10 ans, que j'ai été stagiaire pendant 5 ans, que la vie, elle n'est pas linéaire, et que ce qu'on va raconter dans notre rapport, c'est qu'aujourd'hui, on est en train de vivre une révolution majeure dans l'économie, dans l'industrie, dans la façon dont on fabrique, dont on produit, dont on travaille, et que cette révolution, c'est peut-être la plus grosse qu'on ait connue dans toute l'histoire économique. Et ce qui est intéressant dans une révolution, c'est que c'est l'occasion de retransformer les modèles et de décider ce qu'on veut faire après. Et c'est surtout ça qui est important, et c'est ça la réflexion qu'on lance. Parce que sur l'analyse de cette révolution et des transformations en cours, on va en parler, on va dire ce qui est en train de se transformer, les phases qui vont se passer, tout ne va pas se passer d'un coup, mais surtout, qu'est-ce qu'on voudra à l'issue de cette révolution, qu'est-ce qui va se passer derrière. Et c'est là où ce rapport était fondamental, c'était de dire aux gens, les vrais gens, pas les décideurs, les gens, on peut décider pour nous au niveau individuel, et puis on peut décider au niveau collectif le modèle qu'on veut pour après. Parce qu'on va être transformé. Quand un modèle économique ne se transforme pas et pas en pleine révolution, il y a 30 ans, on est en 1960, avant les crises, 40 ans. C'est pas le moment de dire on va changer les règles du jeu. Si on veut faire ça, là, faut provoquer une révolution politique pour le faire. Là, les règles du jeu, elles vont changer quoi qu'il arrive. C'est-à-dire qu'elles sont en train de changer. Donc c'est à nous maintenant de décider, de maîtriser ce changement, d'annoncer la suite. Alors le changement, c'est quoi? Le changement, c'est maintenant, et c'est déjà avant, et c'est en train d'arriver. Les industries, les unes après les autres, les économies, les unes après les autres, mais pas en même temps, sont en train de se transformer. Et les formes d'emploi et de travail au sein de ces industries sont en train de se transformer. Et là, il y a deux éléments très importants à avoir en tête. C'est la liberté, l'excitation des trajectoires individuelles. Il va falloir permettre à ceux qui en ont le pouvoir, l'intelligence, la maîtrise, de pouvoir s'épanouir au maximum. Et vous faites plutôt partie de ce type-là. Vous allez parler plusieurs langues, vous maîtrisez un des savoirs les plus rares aujourd'hui, qui est celui de comprendre la technologie. En plus, vous êtes dans une école supérieure, donc vous apprenez l'anglais. En plus, vous apprenez les social skills. Vous ferez partie des super-héros. Eux, il faut s'assurer, donc quand je dis eux, c'est vous, que vous pourrez faire tout ce que vous avez envie et que ça va apporter de la valeur à vous, à vos familles, et puis à la communauté générale. Puis il y a aussi le reste du monde, il y a tout le monde. Et tout le monde, il faut s'assurer que tout le monde a un avenir aussi.
Et la grande question, et là c'est un objet idéologique, hein, c'est de se dire est-ce qu'on veut vraiment s'occuper de tout le monde? Et c'est la grande question de la cohésion sociale. Est-ce qu'on doit absolument se poser la question de savoir que tout le monde va réussir à s'en sortir? Il y a des films de science-fiction où on crée, vous avez vu, des quartiers. Et entre chaque quartier, il y a des frontières, avec le quartier le plus central, qui est le plus cool de tous, où on vit entre gens très riches, très éduqués, qui parlent 14 langues, qui font des blagues très belles et qui ont des emplois très, très supérieurs. Puis les plus pauvres, on essaye de tout faire pour les mettre dans le district le plus lointain possible, pour pas qu'on les voit trop. Il y en a qui ne sont pas contre ce modèle. En fait, aujourd'hui, si vous allez dans la Silicon Valley et que vous parlez avec des gens, il y en a qui se disent que c'est pas si grave que ça. Il y a un moment, si on est les plus smart, pourquoi on ne resterait pas ensemble? Si on est les plus cool, les plus beaux, qu'on peut se payer de la chirurgie, qu'en plus on est hyper tellement fort, on est Google, on arrive à augmenter notre durée de vie et sur notre temps vivant, sur les 30 prochaines années, en fait, on va réussir à faire que nous, on va vivre 200 ans, pendant que les pauvres, eux, mourront dans des cycles de 50 à 70 ans et on rigolera. Oh, t'as vu, il est mort à 70 ans. Oh là là, moi j'en suis à ma 200e année. Ça, c'est un schéma terrible qui est possible et qui, pour certains, est souhaitable. Et puis, il y a un autre schéma qui est plus traditionnellement français et européen, c'est de dire, bon, nous, on est certain qu'on a envie que tout le monde continue d'avoir une vie, alors pas tout le monde milliardaire, mais on pense qu'il y a un minimum normal qui s'appelle avoir une vie normale, agréable, épanouissante, qui nourrit l'intellect, qui nourrit les ventres et qui fait qu'on grandit en tant qu'être humain, en tant qu'homme, en tant que femme, et que ça, on le veut pour tout le monde. Et ça fait qu'on crée la sécurité sociale. Ça fait que le cancer, il est pris en charge à 100% en France. Ça fait que les écoles, elles sont gratuites jusqu'au supérieur. Ça fait qu'on a un niveau d'imposition qui monte parfois jusqu'à 30, 35, 40% au grand maximum, parce qu'il faut financer cette collectivité nationale. Ce schéma, vous avez compris, il coûte de l'argent d'un côté, et heureusement de l'autre côté, il y en a qui en produisent. Seulement à cause de la révolution qu'on est en train de mener, la valeur ajoutée créée par les travailleurs, elle est en train de se transformer. Donc on est en train de se demander, est-ce qu'on va encore avoir assez d'argent pour financer ici? Est-ce que c'est vraiment comme ça? Est-ce que c'est le seul modèle pour financer le commun? Et c'est toute la réflexion qu'on a posée. C'est comment on finance le commun de demain? Et est-ce que c'est uniquement en taxant les salaires qu'on peut y arriver? Et la réponse est oui, non, peut-être. Donc, dans les formes d'emploi, je vous ai raconté ma vie. J'étais syndicaliste, j'étais salarié, j'ai aussi créé 3 boîtes. J'étais entrepreneur, je suis investisseur, je fais de l'emploi non rémunéré aujourd'hui, président du CNUM, c'est pas payé, et c'est 50% de mon temps. Et moi, je fais là en miniature ce qui va être la vie de beaucoup de gens demain. C'est-à-dire qu'on va être délinéarisé dans nos parcours, à la fois dans le temps, mais aussi simultanément. C'est-à-dire que simultanément, on pourra avoir plusieurs activités, et puis dans le temps, on pourra avoir plusieurs activités. Parfois, on sera indépendant, parfois, on sera bénévole, parfois, on sera salarié. Parfois, on sera ni l'un ni l'autre, puisqu'on ne crée pas de richesse, on sera en pause. Pourquoi pas? On a le droit aussi de prendre 6 mois, 1 an, où on ne produit pas d'utilité commune ni d'argent. Et puis parfois, on pourra aussi, si je contribue, voilà, regardez la différence entre 1 an où je fais le tour du monde à rien faire, et 1 an où je contribue à Wikipédia ou à du logiciel libre. Est-ce que c'est la même chose les deux? Non, c'est pas pareil. Dans les deux cas, je touche pas d'argent, mais dans un, je crée de la valeur commune. Dans l'autre, c'est de la valeur personnelle. Pourtant, aujourd'hui, quelqu'un qui déciderait de consacrer 1 an à créer du commun, on considère que c'est pareil qu'un an de vacances. Là, t'es bien sympa, bonhomme, mais t'as pas produit d'argent, donc t'as pas produit d'utilité commune à tous. Ce qu'on a essayé de penser dans ce rapport, c'était de dire, face à cette délinéarisation, face à cette cumulation des activités, on ne peut pas se permettre d'avoir un système de retraite, un système de cotisation sociale qui est uniquement basé sur un salaire sur lequel on prend des cotisations et qu'on redistribue aux autres. Et sur un emploi salarié qui, quand il s'arrête, hop, il y a le chômage, et ensuite on reprend un emploi salarié. Parce que comment on invente le chômage de demain si, à la fin d'un emploi salarié, je m'arrête, mais pendant 1 an, je fais du développement de logiciels libres, et pendant 1 an après, je fais une activité bénévole dans mon quartier, et ensuite je reprends une situation d'entrepreneur qui me finance, qui me donne de l'argent et à qui j'en donne moi. Et c'est pour ça qu'on a proposé la création du compte personnel d'activité. Le compte personnel d'activité, il faut imaginer ça. Alors, celui qui est sorti dans la loi El Khomri, c'est même pas un prototype, c'est avant. C'est pas MVP, c'est MVP dans 3 ans. Il n'y a rien. Ça prend le même nom que ce qu'on a proposé, mais c'est pas ce qu'on a proposé. Compte personnel d'activité, c'est on a créé un objet qui vous suit au-dessus de vous, là, comme un espèce de drone qui vous suit toute votre vie et qui compte les points de ce que vous avez apporté au commun, les salaires que vous avez touchés,
les projets que vous êtes en train de mener, les formations que vous avez subies ou pas. Ah oui, dans la délinéarité, j'ai oublié de parler de la formation. Là, aujourd'hui, vous êtes peut-être la dernière génération qui fait 5 ans d'études pour démarrer sa carrière. Maintenant, là, on rentre tous dans un cycle qui va être de se reformer tous les ans, tous les 2 ans, tous les 5 ans, tous les 10 ans, et en continuellement recevoir de la formation. Aujourd'hui, l'université, elle a une règle, c'est 18-25 ans, 18-30 ans pour les meilleurs, mais après on abandonne les gens. Alors qu'on a les meilleurs profs de France, on a les meilleurs savoirs de France, on considère que les adultes, c'est plus notre cam. Eux, on dit non, eux, c'est la formation professionnelle. Et la formation professionnelle, c'est un autre budget, c'est un autre ministre, c'est un autre truc. Et donc, c'est des formations souvent moins bonnes. Et ça, c'est très inquiétant. Et ben, dans ce CPA, on voulait que tout ça disparaisse. C'est-à-dire que j'ai un droit à la formation, que je collecte parce que j'ai eu différents types d'activités, que je peux réutiliser à un autre moment. Sur le droit au chômage, c'est la même chose. On ne va pas faire le chômage que pour les salariés, mais on ne va pas non plus l'interdire pendant les phases d'entrepreneuriat. L'auto-entrepreneur, pourquoi c'était un problème? L'auto-entrepreneur, c'est génial parce que je vous ai rappelé qu'il fallait absolument libérer la créativité de ceux qui veulent faire des choses. Mais quand on paye que 15% de cotisation ou 20% de cotisation, là, derrière, on ne peut pas espérer toucher du chômage et on ne peut pas espérer avoir une protection et le financement de sa formation. Le format idéal que nous on imagine, c'est il faut un statut facile, flexible, etc. Mais si c'est pas, le salarié, il est plutôt entre 45 et 70% de prélèvement. Et ben on trouve un objet entre les deux, un truc qui est entre 20% et 60%. Et on crée cette capacité à chacun changer de modèle librement. Ça, c'était le premier pôle du début que je vous ai dit. Il faut absolument libérer les talents. Et par contre, on permet à tous de ne pas être exclus, de ne pas être mis sur le côté. Parce que ça, c'est le deuxième élément de la transformation. Là, je vous ai raconté cet objet qui permettait c'est qu'il y a des gens qui vont perdre leur emploi. Et ça, vous en avez parlé hier, et ça va arriver. Chacune des industries le vit les unes après les autres. Il y a des emplois qui sont remplacés par des machines, mais ça on connaissait, c'était plus facile. Mais il y a aussi des emplois qui disparaissent de façon beaucoup plus subtile. C'est pas un comptable qui est remplacé par un logiciel, c'est le logiciel a globalement optimisé les processus comptables. Cette entreprise, elle fonctionne depuis 60 ans de façon approximative parce que c'est humain. Et qu'il y avait des gens qui tamponnaient, qui prenaient les feuilles. Et là, c'est pas une personne remplacée par un logiciel, c'est un logiciel qui optimise toute une organisation et qui fait disparaître 60 emplois d'un coup. Mais est-ce que c'est mal? Est-ce que c'était bien que cette boîte, elle fonctionne avec 60 personnes, dont 20 qui faisaient du traitement de choses qui auraient dû être faites par une machine? Ben non, c'est pas mal. C'est-à-dire que la transformation numérique, c'est pas mal de transformer un processus qui marche mal en un processus qui marche mieux. Par contre, ce qui est très mal, c'est de faire ça et de pas réfléchir à ce qu'on fait de ces 60 personnes. Ce qui est mal, c'est pour un dirigeant d'entreprise de ne pas avoir une vision de bah ouais, j'ai optimisé mon processus, et bah à la fin, je vais les licencier, c'est beaucoup plus simple. Alors que se dire l'optimisation de mes processus, elle me donne une nouvelle marge de manœuvre et je peux accompagner la transformation de carrière de ces personnes, ça c'est un élément intéressant. Et on est en France, on n'est pas aux États-Unis, on n'est pas ailleurs. Un chef d'entreprise qui déciderait de reclasser 20 de ses salariés sur 3 ans, il sera accompagné par l'État, financé par la région et aidé dans sa démarche. Un chef d'entreprise qui va dire « je sais que dans 3 ans, ces personnes ne seront plus adaptées à leur emploi et je veux rentrer dans un processus d'adaptation de leur emploi », il sera accompagné. Le grand malheur, c'est qu'il y a des décideurs d'entreprise qui ne pensent pas à la transformation des emplois. Il y a un laboratoire assez connu là, qui a été condamné pour d'autres raisons. Il y avait un métier qui ne sert plus à rien, qui était visiteur médical. Je ne sais pas si vous avez connu ça. Moi, quand j'étais petit, quand on allait chez le médecin, de temps en temps, il y avait un mec en costume avec une mallette qui attendait dans la salle d'attente. Son métier, c'était d'aller chez des médecins comme ça, au nom du labo, et puis il devait faire la queue, parce que les médecins ne les prenaient pas en priorité. Et là, pendant 20 minutes, il faisait son truc, il ouvrait la mallette. Alors ça, c'est le nouveau Doliprane, avec Doliprane 500. Et en fait, c'était des représentants de labos, etc. Bah, évidemment qu'avec le numérique, il n'y a plus besoin de ces gens-là. C'est-à-dire que les labos communiquent en direct avec les médecins, leur envoient des super argumentaires, leur font faire des expériences en ligne où ils peuvent tout comprendre. Et bien ce labo, plutôt que de se dire comment je vais penser à ces gens-là, il a licencié les 200 d'un coup. C'est-à-dire que là, en plus, c'est des gens qui ont plus de 55 ans, qui ont fait ça toute leur vie, qui n'ont jamais été formés à autre chose, à qui on n'a jamais fait faire autre chose, et à qui on dit c'est fini demain. Bon, bah là, il y a un procès qui va être très long, qui est très intéressant à suivre, parce que le juge même se pose la question de sur quel motif je vais poursuivre. C'est-à-dire qu'en face, les salariés ont saisi. Le procureur a envie de suivre un peu mais à quel titre? Est-ce que c'est du pénal? Est-ce que c'est du droit? En fait, à la fin, il y a une diminution de l'activité. Ces personnes étaient sur ces activités-là. Il met fin à l'activité, il fait un licenciement économique et voilà. Bon, bah ça pose des grandes questions sur les transformations qu'on va vivre et ça, on va les vivre
tous les mois à partir de l'année prochaine et encore plus, et ça va s'accélérer. Et ces transformations, elles sont majeures. Après, il y a les effets positifs de ces transformations. Il y a un effet de réindustrialisation par l'automatisation. Et alors là, il est bien pour nous, mais il est terrible pour la Chine. C'est-à-dire que grâce à l'hyper-industrialisation, on a moins besoin de salariés payés 150 $ par mois pour faire les petites actions, puisque ces petites actions, on les a réautomatisées supérieures. Les Allemands, par exemple, ils sont très bons là-dessus. Ils font revenir des usines qu'ils avaient envoyées en Chine, enfin des productions qu'ils avaient envoyées en Chine, ils les font revenir en Allemagne. Alors en Chine, ça a employé 1500 personnes pour faire l'appareil de A à Z. En Allemagne, ça va prendre que 250 personnes grâce à des nouvelles hyper-machines hyper industrialisées. Mais finalement, c'est 250 nouveaux emplois qu'on recrée en Allemagne. Donc c'est pas mal. Mais si tout ce mécanisme avait eu lieu dans le même pays, à la fin, il y a quand même 1800 emplois qui ont disparu dans les airs. Et ça amène à, et c'est le dernier point que je voulais faire, c'est que l'hyper-optimisation des processus, qui finalement est un peu, quand on est très intelligent et qu'on a envie que les choses fonctionnent bien, on se dit c'est normal que les trucs soient hyper-optimisés. Ça va amener à se poser la question de est-ce qu'il y a assez d'emplois et de travail pour tout le monde? Et alors, est-ce qu'il y a assez d'emplois salariés pour tout le monde? Et la grande question qu'on a ouverte, c'est est-ce qu'il faut nécessairement un emploi salarié pour tout le monde? Eh bien, personne ne peut vous répondre, personne ne peut dire là aujourd'hui dans le contexte, je peux vous dire ça, mais dans 5 ans ou 10 ans, si ça se trouve, le taux de chômage normal c'est 30%, c'est 35%, c'est 40%, on ne sait pas. Imaginez un monde où pour fabriquer tout ce qu'on consomme, on a besoin de 3/4 de moins de personnes physiques parce que tout est fabriqué par des automates. Bah, c'est pas mal, on a notre vie, on mange des trucs, tout est produit pour nous, etc. Le problème, c'est qu'il n'y a plus d'emplois qui sont créés. Donc il va falloir poser la question de comment on taxe ces entreprises qui vont faire de la super valeur ajoutée sur les robots. Est-ce qu'on va taxer les robots spécifiquement? On l'a déjà fait à plein de fois dans l'histoire économique. Donc là, les gens disent oui, c'est terrible de vouloir taxer les robots. En fait, dès qu'une industrie est devenue hyper productive, on avait créé des taxes spécifiques à l'hyperproductivité. Les premières machines électriques, on avait créé des super taxes spécifiques aux machines électriques. Les premières machines automatiques à vapeur, on avait créé des taxes spécifiques parce que ces entreprises s'étaient mis à créer de l'hyper-valeur en détruisant de l'emploi. Donc on a dit, bon, bah, on va quand même faire des choses spécifiques. Et ça nous a amené à porter la réflexion sur le revenu universel. Le revenu universel, c'est dire, eh ben, puisqu'il n'y aura peut-être pas assez d'emplois pour tout le monde, mais qu'on a décidé que tout le monde devait vivre décemment, pourquoi est-ce qu'il n'y aurait pas une forme de rémunération qu'on garantit à tous et qui permet d'avoir cette vie respectable? Vie respectable, c'est pas le RSA. Le RSA, on ne fait pas une vie respectable avec 400 balles par mois. Avec 700 balles par mois, c'est déjà différent. Et la question, c'est à quel endroit on met le curseur. Personne n'a la réponse. Mais on sent que c'est autour de 700 euros, un truc autour de 700 euros. C'est moins que le SMIC, on ne fait pas tourner toute une famille, mais on n'est pas à la rue et on mange. Et ça, ce serait le matelas généralisé de tous. Personne toucherait moins de ça et tout le monde aurait droit à ça. Mais ça, il faudrait qu'on le finance. Et il faudrait dire, pendant ces périodes où je suis là, je peux utiliser mon CPA, mon drone avec tous mes droits qui me suit partout dans ma vie. J'ai travaillé pendant 18 ans en tant qu'entrepreneur, en tant que salarié, et j'ai fait 2 ans de contribution à des projets des communs. Et ben, j'ai cumulé l'équivalent de 1 an de formation à temps plein. Et ben, je vais pouvoir avoir cette formation à temps plein, toucher mes 700 euros par mois, et reprendre ensuite un autre cycle dans ma vie, soit reprendre un emploi, soit reparticiper au commun, soit le faire. Et alors ces communs, c'est aussi un des derniers concepts importants de ce rapport, c'est de dire, puisque on ne va pas que faire de l'emploi salarié, puisqu'on ne va pas faire que de l'emploi qui rémunère quelqu'un qui détient une entreprise ou une entreprise en général, pourquoi est-ce qu'on n'aurait pas d'autres activités dont la valeur ajoutée est de créer de la richesse commune? Logiciel libre, Wikipédia, c'est l'économie du savoir, mais l'économie du savoir commun. Parce qu'elle existe, l'économie du savoir. On a des grands éditeurs, on a des chercheurs, on a une économie qui tourne. Mais on a aussi une autre économie qui aujourd'hui on a du mal à modéliser, qu'on a du mal à raconter, qui est celle du libre. Et du libre des savoirs, du libre... Et vous savez qu'il y a eu un débat assez violent là sur le droit d'auteur et sur la création des communs volontaires. Quand on a proposé la création des communs volontaires, il y avait des gens qui nous attendaient en bas du Sénum pour nous dire et nous insulter. Benoît et ensuite moi, on s'est fait insulter par tous les défenseurs des droits d'auteur. Les communs volontaires, on voulait inscrire dans le droit la possibilité. Et c'était plus loin que les Creative Commons. C'était enlever toute propriété
à un objet que je décide de donner à la communauté le jour de sa création. C'est-à-dire que je dis, ce que je suis en train de créer là, un logiciel, une œuvre d'art, une œuvre de fiction, une œuvre de création ou une œuvre de savoir, je ne souhaite pas avoir de droits dessus, je veux absolument m'en libérer et que ces droits soient collectifs et appartiennent à tous. Eh bien, on n'a pas le droit. On n'a pas le droit, on ne peut pas, c'est interdit. Puis la Commission européenne elle va faire passer la nouvelle directive sur le droit d'auteur et on n'aura toujours pas le droit. Alors il y a les Creative Commons qui sont un bon patch entre les deux. C'est un jour on aura droit. En attendant, mais le Creative Commons c'est du droit privé. C'est une déclaration volontaire entre vous et vos utilisateurs de l'utilisation intelligente que vous en ferez. C'est pas une remise en commun dans le vrai commun qui serait un commun public. Donc voilà à peu près les grands espaces là. Libérer les talents et flexibiliser parce que les gens il faut qu'ils puissent faire ce qu'ils veulent quand ils en ont les pouvoirs. Protéger et créer un commun volontaire et une vie décente pour tous et se préparer aux différentes violences qu'on va vivre par cycle. Et c'est peut-être ça l'élément que j'ai pas assez précisé, c'est les cycles. Moi je peux pas vous dire dans 5 ans il y a la révolution, je peux vous dire là il va y avoir une révolution, il y en aura une autre ici, il y en aura une autre par là, puis il y aura peut-être une hyper accélération d'un coup. Il y a des modèles qui montrent qu'avec un système de voitures autonomes dans certaines villes, on pourra se passer des transports en commun, du transport privé et interdire les voitures individuelles. Imaginez si Paris met ça en place demain. Bah, politiquement, en fait, on peut. Paris, on a les moyens, on est hyper riche. Si on décide d'arrêter les voitures individuelles, le transport en commun, mais qu'en échange, attention, on met à disposition une flotte de 25 000 véhicules 8 places on demand et on garantit à tout le monde de pouvoir se déplacer d'un point A à un point B en moins de 30 minutes, bah, on peut le faire si on veut. Mais si on fait ça, vous voyez tout ce qu'on détruit comme emploi. Hein. On facilite la vie des gens, mais on détruit tous les emplois de chauffeurs, on détruit tous les emplois de transport individuel et on détruit tous les emplois de transport public. C'est un vrai choix, quoi. C'est compliqué. Pourtant, ça crée de la valeur dans les deux cas. Ça crée de la valeur pour les utilisateurs, ça fait qu'il y a moins de pollution. Il y a une convergence environnementale et numérique qui est aussi une des grandes réflexions, qui est que là, l'environnement, on le protège en faisant ça, on détruit de l'emploi de l'autre côté. Et si vous voyez la polémique qui est en ce moment entre Manuel Valls et Ségolène Royal, elle est sur ça. Valls répond à Ségolène Royal, oui, j'ai permis l'évacuation de ces boues rouges, parce que je ne sais pas si vous avez, c'est une usine de traitement chimique dans le sud de la France qui fait sortir dans la mer des boues toxiques, qui ne respectent pas les standards internationaux et les standards français de rejet toxique. Ségolène Royal a émis un décret pour l'interdire, et Manuel Valls a interdit ce décret en disant, il y a 1800 personnes qui travaillent là-bas, si on les empêche de sortir leur boue, et ben en fait on détruit ces 1800 emplois. Bah ça va falloir se poser toutes ces questions dans les prochaines années parce que ça ne va pas arrêter de se multiplier. On préserve l'emploi, on préserve l'environnement et pourtant il faut absolument optimiser ce monde pour qu'il soit plus efficace et qu'il crée plus d'utilité à tous. Et bah ça c'est à nous tous de le décider au quotidien. Bonne réponse. Bon, il y a beaucoup de questions hein, que vous nous posez et on va y venir. Moi, il y a quelque chose que je retiens de ce que tu dis, Mounir. À la fois beaucoup de positif parce que beaucoup de gens réfléchissent à des solutions d'avenir. Et en même temps, je ne peux pas m'empêcher de soulever le petit détail dont tu as parlé, qui est que quand vous proposez un compte personnel d'activité au gouvernement, ils prennent la version bêta-1. Ça pose un problème. En fait, c'est comme si les solutions de manière générale existent et qu'à chaque fois qu'il faut en mettre une en application, c'est réellement la croix et la bannière. Est-ce que c'est pas complètement décourageant? Et est-ce que le Conseil national du numérique et tous les gens qui travaillent avec toi ont aussi, je dirais, un rôle un peu, pas d'activiste, mais en tout cas de push pour la mise en place de telles solutions? Je veux dire, le revenu de base, on a vu que Manuel Valls l'a évoqué en disant c'est une perspective. Comment tu fais pour gérer cette frustration et comment aller plus vite pour pouvoir mieux s'adapter à ces révolutions? De toute façon, le rôle du conseil, c'est activiste, puisqu'on n'a pas de rôle de décision, on ne peut rien imposer à personne. La seule chose qu'on peut faire, c'est harceler les députés, harceler les sénateurs, demander aux ministres de les rencontrer, leur parler, aller voir le président de la République. C'est la seule chose qu'on fait. Moi, mon agenda, c'est 2 tiers de rencontrer des gens pour aller raconter notre histoire et 1 tiers rencontrer d'autres gens pour leur raconter ce qu'on fait avec les autres gens. Donc c'est tout ce qu'on fait, c'est tout ce qu'on est là pour faire. Le compte personnel d'activité, il est compliqué parce que eux, comment ils réfléchissent? Il ne faut pas oublier que le gouvernement, c'est pour ça que je leur en veux pas trop, ces gens-là, ils gèrent notre argent quand même. Ils gèrent notre argent d'aujourd'hui. Et ils doivent préparer le monde de demain.
Donc il y a un monde de demain qu'on ne voit pas exactement comment il se dessine, et on a un budget d'aujourd'hui qui est déficitaire, qui fonctionne mal, puis on a des entreprises qui ne veulent pas cotiser plus, et on avait des organisations syndicales qui, elles, défendent les droits des travailleurs d'aujourd'hui. Et ça, c'est la grande révolution dans les organisations syndicales, et c'est la grande révolution de comment les salariés s'organisent. C'est qu'aujourd'hui, on défend plutôt les statuts acquis du modèle ancien, et on ne prépare pas complètement au modèle d'après. C'est-à-dire que le modèle de la plupart des organisations syndicales, et c'est une vraie violence chez eux, parce que vous savez, un syndicat, par exemple CGT, CFDT, c'est une confédération de fédérations par métier. Et donc, au sein de la CFDT, par exemple, il y a une fédération des métiers du numérique. Et à la CGT, il y a une fédération des métiers du conseil du numérique. Et bien souvent, dans ces grandes organisations, il y a un clash entre la fédération la plus moderne et la plus avancée qui voit déjà les transformations et qui dit attention, il faut qu'on prépare le modèle d'après, et puis toutes les autres fédérations qui en fait elles sont majoritaires au sein et qui disent mais arrête de dire n'importe quoi, nous il faut absolument qu'on préserve le nombre de CDI à la SNCF, il faut absolument qu'on préserve le nombre de fonctionnaires ici, il faut absolument qu'on préserve. Et pourquoi est-ce qu'on leur en voudrait? C'est-à-dire qu'eux, ils sont là pour protéger leurs adhérents, qui sont là aussi pour préserver leur emploi d'aujourd'hui. Et on ne peut pas leur dire, mais vous n'avez rien compris, il faut préparer le monde de demain. En vrai, eux, au quotidien, ils s'assurent que les 8000 emplois X dans cette entreprise-là, eh ben, il faut qu'ils soient préservés, point. Ben, ça, c'est compliqué. Parce que si de l'autre côté, on n'a pas des employeurs intelligents, si on n'a pas une force publique qui prépare l'avenir, et s'il n'y a personne qui propose ce schéma d'avenir, et ben chacun va rester sur ses protections, et on arrive à des lois comme la loi travail qui sont des consensus entre les différentes négociations et qui n'est pas une loi de vision. Alors justement, pour rebondir un petit peu là-dessus, je vais commencer à prendre quelques questions. Ah, il y a une question physique? Ah bah vraiment, ça c'est magnifique. Alors, qu'est-ce que vous pensez, qu'est-ce que vous penserez à la place du revenu de base, mais de l'idée d'un salaire universel plutôt qu'un revenu de base? C'est-à-dire que le revenu de base, ce serait d'assurer la subsistance de tous les individus en leur donnant 700, 800 euros par mois, c'est ce dont on parle, une sécurité sociale en redistribuant les retraites, les caisses, c'est de ça qu'on parle. Le fait est que ce dont vous parlez comme les contributions à Wikipédia, les contributions au logiciel libre, elles constituent aussi du travail, de la création de valeur, mais c'est de la création de valeur qui n'est pas rémunérée. De la même manière qu'une activité domestique telle que la garde des enfants, la préparation des repas, le ménage, sont des activités qui ne sont pas rémunérées si on les fait nous-mêmes, mais qui sont rémunérées si quelqu'un d'autre s'en charge, si un salarié, une femme de ménage, un membre du secteur tertiaire le fait. L'idée d'un salaire universel, plutôt que d'assurer comme sécurité sociale un revenu de base, ce serait de reconnaître toutes les formes de travail de la société, c'est-à-dire du travail domestique, du travail étudiant. Aujourd'hui, à l'école, on travaille pour plus tard créer de la valeur, c'est un investissement. Des contributions au logiciel libre, des contributions comme en tant que témoin sans droit d'auteur, je ne sais plus le terme que vous employez. Donc ce serait d'un salaire universel qui serait plus élevé qu'un revenu de base et qui reconnaîtrait toutes les formes de travail effectuées dans la société. Ce serait une rupture avec le capitalisme d'aujourd'hui parce que pour le moment, ce sont des gens qui détiennent de la valeur, qui investissent cette valeur et qui récupèrent une partie avant de... Donc aujourd'hui, ce serait plus comme ça. On reconnaîtrait toutes les formes de travail pour la valeur qui est créée sans passer par des investisseurs. Merci pour la question. Il y a plusieurs éléments dans cette question qui sont intéressants. La première, c'est la diversité des éléments de création de valeur communs que tu as notés, qui sont la création de valeur familiale. C'est vrai, il y a un moment, c'est quand même intéressant. Et le droit l'a reconnu à plusieurs moments dans l'histoire. Par exemple, il y a une forme de travail, mais qui ressemblait tellement à du travail que le juge a dit, là oui, c'est vraiment du travail. La femme de l'artisan. En fait, on a quand même une catégorie de femmes en France là, qui ont été, pendant les 60 dernières années, des femmes invisibles. C'est-à-dire qu'elles n'avaient pas de salaire, elles étaient femmes d'artisans, parce que c'était la tradition chez les artisans, que la femme participe un peu au commerce de l'artisan,
Et puis, alors, quand il mourait, la caisse d'artisans venait en solidarité un petit peu. Sauf qu'en fait, si elle divorçait, qu'elle partait, et au moment de sa retraite, bah, en fait, elle a été un fantôme toute sa vie. Parce qu'on ne l'a pas déclaré, parce qu'elle était à côté, etc. Donc, heureusement, le droit français s'est adapté. Heureusement, le juge a adapté, a dit, bon, attendez, il y a une arnaque là-dessus. Cette femme a travaillé, il faut reconnaître ce travail, et on va lui donner une vraie valeur. Après, la question s'est posée, oui, mais alors, le partenaire qui, lui, est resté à la maison, et qui a permis que l'autre fasse un travail payé, mais qui, ce partenaire, que ce soit l'homme ou la femme, fasse toutes les autres tâches de commun de la vie. Ça, est-ce qu'on reconnaît ou pas? Bah, au moment du divorce, par exemple, on le reconnaît. Par contre, dans la société, on ne le reconnaît plus. Au moment d'un divorce, on peut reconnaître, et c'est pour ça qu'il y a les pensions alimentaires. Alors, pas la pension alimentaire, non. C'est pour ça qu'il y a l'indemnité compensatrice au moment du divorce, et qui est de dire j'ai participé à la création de richesse de cette famille pendant toutes ces années, nous divorçons aujourd'hui, j'ai le droit de faire reconnaître la valeur de ce que j'ai porté. Par contre, ça, face à une caisse de retraite, ça, face à une caisse de solidarité, rien du tout. Vous n'avez pas travaillé, vous n'avez pas créé d'emploi, vous n'avez pas cotisé, donc il n'y a rien du tout dans ce que vous avez fait. Donc ça, c'est une vraie réflexion à avoir. Il y a des éléments qui nous amènent déjà à le penser, et pourtant, au long terme, ça a l'air compliqué. Parce que la grande question, c'est comment on compte ça. Nous, on a fait un exercice prospectif pendant un après-midi qui était, si on mettait vraiment en place dans le CPA l'évaluation de la participation au commun numérique, que sont logiciels libres, Wikipédia, création de savoir partagé. Comment on compte les heures? Comment vous êtes capable de compter vos heures sur un projet libre? Comment on chiffre ça? Alors, on a fait des ateliers, de brainstorming, etc. Et on voulait créer la chambre des communs. Donc la chambre des communs, c'était une chambre avec des experts, avec des fonctionnaires des communs, qui seraient là pour donner les grandes lignes de comment on donne des points. Et donc, je sais pas, on aurait compté le nombre de lignes que vous avez créées, on aurait compté le nombre de textes écrits, on aurait compté le nombre de changes, et puis on aurait attribué un nombre de points à cet objet-là. C'est forcément inexact. Parce qu'en fait, la façon de participer, quand elle n'est pas rémunérée, eh ben, elle est moins structurée que quand elle est rémunérée. Comment est-ce qu'on évaluerait le travail volontaire familial? Ben, c'est compliqué. On ferait quoi? Une chambre des travails volontaires familiales qui évaluerait le travail? Est-ce qu'on crée un forfait commun? Le forfait commun, c'est les allocations familiales. C'est de dire, quand même, allocation familiale, c'est un modèle français qu'on ne retrouve pas dans beaucoup de pays. Hein. Et alors, par contre, c'est pas un truc forcément de gauche ou un truc social. C'est social, mais c'est pas forcément de gauche. C'est allocation familiale, c'était comment on crée une incentive d'État à ce qu'on fasse plus d'enfants. Mais philosophiquement, c'est aussi dire, on reconnaît qu'il y a une valeur créée à faire des enfants, à les élever et à construire des familles. Et donc quand même, les allocations familiales dans une famille où un des parents ne travaille pas, ça permet de compenser et donc de rémunérer spécifiquement le travail familial, plus que simplement l'indemnité de base que vous proposez. Le salariat universel, il pose cette question de comment on compte, et il pose la question de comment on trouve l'argent pour le payer. Donc déjà avec le revenu de base, c'est compliqué. Et après, j'ai oublié de le dire tout à l'heure, parce que sinon j'ai l'air d'être l'avocat du revenu de base. Il y a une petite arnaque dans le revenu de base qu'il faut bien que vous ayez en tête. Les grands défenseurs, qui sont plutôt les ultralibéraux du revenu de base, pour arriver au revenu de base, ils font disparaître tous les autres revenus de solidarité. C'est-à-dire que le chômage, aujourd'hui, vous allez aller dans des emplois où dès la sortie de l'école, vous allez gagner entre 2500 et 4000 euros par mois. Les cadres en France, je vous rappelle, c'est un choix qu'on a fait après la Deuxième Guerre mondiale. On a une caisse de chômage qui fait que pendant les 1 an et demi à 2 ans après la perte de votre emploi, vous conservez 80% de votre salaire jusqu'à 6000 euros par mois. Donc attention, là on parle de vous, de votre emploi. Et puis parce que quand on gagne 5000 euros par mois, on a un loyer de 2000 euros par mois. Et puis on a un train de vie qui nous amène là. Donc quand on perd son emploi du jour au lendemain, imaginez au lieu de vos 4005 qui compensent votre 6000, vous touchez 700 euros, vous faites la gueule. Donc il faut faire attention parce que ceux qui font le grand comptage du revenu de base, dedans, tous les revenus de solidarité, ils les mélangent à l'intérieur. Donc ça, c'est compliqué. Alors après, ils disent non, sur la caisse chômage, ce ne sera pas pareil, parce qu'on fera une caisse volontaire de chômage pour les cadres supérieurs, mais on prendra juste la partie de base du chômage pour la remettre dans la caisse nationale du revenu de base. Donc faisons attention. L'allocation adulte handicapé, elle est supérieure à ce revenu de base. Elle est autour de 850 euros, la hache. Dans le revenu de base, on mélange tout à l'intérieur. Et donc si après on se dit oui non, pour les handicapés ça ne le fait pas, donc on va faire des exceptions et des primes au revenu de base.
Donc on va faire le revenu de base et puis on fera la prime pour les handicapés. Puis après on va rajouter des primes pour d'autres. Et en fait on va reproduire le système d'aujourd'hui, mais différemment. Donc il faut bien se poser la question dans le revenu de base de où on prend l'argent et à qui on le vole. Si on prend l'argent qu'aux pauvres pour le redistribuer aux pauvres, on n'a pas forcément recréé la solidarité dont on parlait tout à l'heure. Donc faisons attention à ces éléments-là. Donc le financement, le comptage et la volonté, là vous l'avez exprimé, c'est si on veut le faire, si un pays décide de le faire, on peut y arriver. Mais par contre, il va falloir affronter ces deux énormes chantiers. Alors, il y a peut-être une question là. Juste pour rappel, on va faire une séance spécifique hein, sur le revenu de base, mais je te laisse le micro. Donc, en fait, si j'ai bien compris, une des problématiques de votre système, un des points essentiels, ce serait la redistribution des richesses, en quelque sorte. Je dis plus que c'est pas que mon système, c'est dans tous les systèmes où on veut que la cohésion sociale soit basée sur une égalité de subsistance à un niveau minimum. La question, c'est celle de où est-ce qu'on trouve la richesse. Dans le système hyper égoïste dont je vous ai parlé au tout début, qui est souhaité par certains, on ne se pose pas la question, c'est plus simple. On ne prend pas d'impôts, on ne prend pas de richesse nulle part, on dit à tout le monde que, bah oui, vous pouvez faire du libre si vous voulez, faites du commun, mais on ne va pas vous payer, et puis on ne va pas vous aider à vous soigner non plus, puis on ne va pas vous aider du tout. À partir du moment où on choisit la solidarité commune, alors il faut la financer. Et c'est pour ça que c'est toujours un élément dans les campagnes présidentielles et en politique de trucs sales, c'est... On ne peut pas gratuitement dire qu'on baisse les impôts comme ça sans réfléchir à comment on fait pour de vrai derrière pour maintenir notre système de base. Après, on peut dire qu'il faut qu'il fonctionne mieux. Et là, le numérique a un rôle terrible à jouer. C'est aujourd'hui, notre système de santé et notre système de solidarité, il perd beaucoup d'argent parce qu'il fonctionne mal dans son organisation et dans les traitements qu'il organise. Donc là, on pourrait gagner. Mais on va pas se mentir, on peut quoi gagner 5%, 10% grâce à l'optimisation des choses. Derrière, il y a des vrais hôpitaux à payer, des médecins à payer, il y a des médicaments à payer, il y a des vrais gens à payer. Donc, à la fin, ça coûte de l'argent. Donc, quoi qu'il arrive, la solidarité, elle coûte. Et donc, si en plus on donne de l'argent directement aux gens, ça recoûte de l'argent. Et ça reste dans un monde où il y a de l'argent. Après, il y en a qui rêvent à des modèles où on est dans une société du partage et avec des économies alternatives, et c'est pas l'argent qui permet de créer ces solidarités. Par contre, il faut faire très attention, dans ces systèmes-là, c'est pas l'État qui est la caisse centrale, c'est pas l'État qui permet de redistribuer. Si jamais le système ne marche pas, tout le monde est à poil. Là, ce qui est bien quand il y a l'État, c'est que quand ça marche pas, bah, l'État il s'endette. Et ce qui est bien, c'est que l'État il peut s'endetter à très long terme. L'État il peut prendre des risques sur 100 ans, sur 200 ans. La France, là, elle prend parfois des risques là sur plus de 100 ans. Quand on fait des taux d'endettement qu'on a aujourd'hui, c'est parce qu'on sait et qu'on a la foi en nous de se dire on est un pays suffisamment grand, suffisamment intelligent qui a décidé pour longtemps de maintenir cette cohésion. On peut se permettre de mettre 10 milliards, 15 milliards, 20 milliards de dettes et de dire à l'Europe on va faire ça comme ça. Quand on décide de faire l'Europe et qu'on met en commun une partie de notre dette, qu'on met en commun une partie de l'investissement social, c'est parce qu'on pense qu'on va être capable à long terme de le faire. Le danger des extrêmes d'aujourd'hui, c'est qu'il y a des bonhommes qui proposent aux gens aujourd'hui de sortir de ces schémas de solidarité en disant vous n'avez pas l'impression qu'on s'est fait un peu avoir ces 40 dernières années? T'as pas l'impression qu'on t'a dit de faire la solidarité mais toi t'as rien reçu? Et c'est là que c'est dangereux, parce que ça c'est le cancer qu'on met dans la tête, c'est le virus qu'on met dans la tête. C'est qu'on met à des gens qui objectivement leur vie est moins bien qu'avant, ou qui ont très peur de l'avenir qui arrive, l'idée qu'en fait ce schéma-là souhaitable de solidarité, bah, peut-être qu'il est souhaitable mais à une moins grande échelle. Eux, on est en train de leur vendre un nouveau truc qui est génial, c'est soyez solidaires mais dans une communauté qui vous ressemble un petit peu plus et qui nous coûtera moins cher. Donc on enlève les étrangers, ça c'est le plus facile à enlever. Puis après on va se mettre à enlever peut-être les handicapés, ça leur plaît pas. Puis après on va dire quand même sur certaines maladies, donc on va enlever les obèses et les diabétiques parce qu'on va dire que c'est un peu de leur faute quand même, c'est pas, ils n'ont pas fait attention. Puis on va rester entre eux et c'est ça qui est hyper dangereux. Et alors, la première étape sur la race et sur la nationalité, on est en train de la voir apparaître. Regardez la Hongrie, regardez le discours de certains partis en France. Il y en a qui sont en train de dire solidarité nationale, oui, mais dans ce petit groupe que nous formons. Et bien ça va être une des grandes questions. C'est comment on définit la solidarité qu'on veut là. Moi, vous avez compris mes convictions personnelles et mon histoire personnelle. Moi, je suis un entrepreneur, donc je veux absolument qu'on laisse les gens faire ce qu'ils veulent. Je veux absolument que les gens, ils hyper innovent. Je veux qu'on améliore tous les processus, mais toute ma vie, je veux payer beaucoup d'impôts sur toute la valeur que je crée ici, parce que je veux ce gros morceau de répartition.
Mais ça s'oppose pas. C'est-à-dire qu'il faut absolument, et ça c'est personnel, donc c'est pas le CNU, mais il faut laisser les talents. Les gens, s'ils sont intelligents, qu'ils ont envie, qu'ils ont la foi, qu'ils ont envie de faire des choses, il faut qu'ils le fassent. Mais il ne faut pas qu'ils le fassent au détriment du commun, et il faut qu'ils le fassent en retribuant le commun. On n'est pas obligé de faire que des choses qui sont des choses sociales. Moi, il y a des boîtes que j'ai fait, elles font beaucoup d'argent, mais c'est pas du social. Par contre, elles payent beaucoup d'impôts, et moi, je paye beaucoup d'impôts. Et ça, ça revient dans le social. Donc, il faut que dans sa vie, on se pose la question de les actions qu'on fait en direct pour les communs, et puis celles qu'on ne fait pas pour les communs et qui créent de la valeur, faut accepter que cette valeur, elle parte aussi en partie dans ces communs. Parce que c'est ça qui fait qu'en fait, on est quand même assez heureux d'être en France, qu'on est assez heureux d'être européen, que honnêtement, cette question de la maladie, quand on vit dans un pays étranger qui n'a pas le système qui est le nôtre, elle fout en rage, quoi. Tous les pays du monde, le cancer, c'est le truc, déjà, la personne qu'on aime, elle est malade, donc c'est terrible. Mais dans les autres pays, c'est elle est malade et on se dit, putain, la famille est finie, on va devoir payer son cancer. En France, on a juste à vivre la première étape, qui est quand même le truc le plus tragique du monde. Merde, il est malade. Mais il est malade, mais on sait que ça va suivre. Ça, il n'y a pas beaucoup de pays au monde où il y a ça. Et il n'y a qu'en Europe qui sont tous réunis, ces pays-là. Donc, quand même, faisons toujours attention à se dire que ça, c'est notre bien le plus précieux du commun. Et qu'en fait, je pense, c'est pour ça que je parle tout le temps de la santé, si la santé tombe, alors tout le reste, on n'aura plus rien à foutre et on va tous devenir des sauvages à gauche et on voudra maximiser notre sécurité individuelle et notre hyper-innovation. Si la santé, elle tient, alors on fera toujours tout pour le faire, mais si jamais un bonhomme casse le système ou fait sentir l'idée qu'on pourra le privatiser, que c'est pas grave, alors ce sera terrible. Parce qu'il y a un schéma qui existe déjà, qui est formidable. Hein. On se construit un hôpital privé réservé aux gens très riches et on fait notre système. Google, aujourd'hui, il ne tient que parce que ses créateurs tient dans notre cohésion sociale, parce qu'ils continuent à payer leurs impôts tout en optimisant, mais ils payent 19% d'impôts. Moi, je veux qu'ils payent plus, mais 19% d'impôts au niveau mondial, vu leur chiffre d'affaires, ils participent. Ils restent aux États-Unis. Mais il n'y a rien qu'empêche Google de partir sur un grand bateau dans les océans, dans les zones océaniques non géographiques, non attribuées, fait son île avec son hôpital privé, son lieu de formation, et crée son avenir individuel en dehors de tout collectif. Ça, c'est pas souhaitable, ouais, vous voyez, mais c'est possible. Donc il faut vraiment travailler sur les souhaitables et les possibles, et c'est nous qui décidons. Si jamais ils font ça, il faut qu'on décide de plus utiliser leurs services et de plus leur créer de valeur. Tant qu'ils font pas ça et qu'on considère que leur système de valeur nous va, il n'y a pas de raison objective de les faire partir. Par contre, on peut leur imposer un peu plus de payer d'impôts, ce serait pas mal qu'ils les payent aussi dans les pays où ils vendent leurs objets. Alors il nous reste pas beaucoup de temps, mais il y a beaucoup de questions, Mounir, qui nous arrivent autour de un peu la méta-discussion sur la troisième révolution industrielle et disons sur un peu la loi de Schumpeter qui dit donc c'est la fameuse destruction créatrice. Beaucoup de questions tournent un peu autour de ça avec un doute. D'abord, est-ce qu'on est dans une révolution industrielle? A priori oui quand même. Mais surtout, est-ce qu'on va avoir besoin de plus d'ingénieurs pour orchestrer le système, ou est-ce qu'au contraire il va y avoir une destruction des emplois? On est là face à une sorte de pas de doute existentiel, mais en tout cas de grande interrogation. On imagine bien qu'il va y avoir une substitution d'activité par une autre, mais quand, indépendamment de la question de la solidarité, je crois qu'on a bien compris et qui pose des vraies questions et qui répond carrément au thème d'aujourd'hui, mais un peu sur cette transformation industrielle. Est-ce que toi, tu as le sentiment, et est-ce que le Conseil national du numérique réfléchit aussi à ces nouveaux emplois? Alors, il y a toujours les emplois très qualifiés et les emplois moins qualifiés. Sur ces emplois très qualifiés, ils vont se transformer, ils vont changer. Vous avez été formé, vous allez être obsolète dans 2-3 ans, mais c'est pas grave, parce que vous avez été formé à vous former. Le communisme, une solution à notre société 2.0. Non, mais vous avez entendu dans ce que je vous ai raconté, on va pas appeler ça communisme, parce que communisme, c'est rattaché à une idéologie politique historique où il y a plus que simplement la mise en commun. Mais mise en commun à venir de la société 2.0 ou 4.0, oui, mais pas commune, mise en commun, ou le commun, ou les communs. Et là, il faut se poser la question, c'est quoi? La question quand même. Vous allez être hyper obsolète, mais vous faites partie, c'est pour ça que je vous ai raconté que vous étiez des super-héros. En fait, vous êtes ceux, même si tout ce que vous avez appris en termes de hard skills
est obsolète dans 3 ans, vous avez appris à apprendre ces nouvelles skills dans 3 ans. Vous avez appris à parler plusieurs langues, vous avez appris à parler à des gens, vous avez appris à apprendre, vous avez appris à lire et à accéder à des sources même quand elles étaient peu accessibles. Vous avez appris à créer même quand c'était pas, quand c'était pas possible. Ça, c'est très rare. Vous faites partie des 1% du monde. Il faut que vous ayez ça dans la tête. Dans les salaires, déjà, vous allez faire partie des 2% de votre sortie. Ah non, dans les 5% à votre sortie, dans les 2% à la fin de votre carrière. Et pour certains, vous serez dans le top. Mais sur les savoirs, vous êtes déjà au-delà. Vous êtes déjà dans la rareté absolue. Vous allez vivre des transformations, mais vous serez libre. Vous ferez toutes les libertés du monde. Le métier d'ingénieur changera, le métier d'ingénieur informatique changera, mais vous serez dans ces espaces de liberté. Tous les autres, on va se poser la question du suivi. Ceux qui n'ont pas appris à apprendre, ceux qui n'ont pas pu faire des études supérieures, ceux à qui on a appris un seul métier à l'ancienne, c'est-à-dire avec un ensemble de fonctions et un ensemble de techniques à reproduire. Bah là, il va falloir les accompagner, soit dans les nouveaux métiers qui émergeront, soit dans la nouvelle forme de leur propre métier, soit dans un changement radical et là, ce sera la volonté de chacun. Pourquoi pas d'un rapprochement de la Terre? Et si les gens voulaient revenir à la Terre et faire pousser des choses? Si ces gens veulent quitter leur emploi pour participer au commun, il va y avoir, et c'est une question que j'ai soulevée tout à l'heure, peut-être pas assez de travail salarié pour tout le monde. Peut-être assez, mais différent. Il y a la question de la formation, de l'accompagnement et de c'est quoi ces moments de vie quand il n'y en aura pas assez pour tout le monde. Donc oui, alors non pour les super diplômés, et oui pour tous les autres. Et il y a la nécessité de mettre au même niveau que la santé la formation. Aujourd'hui, il y a un métier qu'il faut que vous ayez en tête, c'est vous qui l'avez détruit, c'est les comptables. Il y a 2 métiers dans la comptabilité, il y a les comptables et les experts comptables. L'expert comptable, c'est celui qui a fait 7 ans d'études. Son métier, c'est pas de compter. Son métier, c'est de recommander à l'entreprise les actions à mener en disant fais attention, tu te donneras plus de marge de manœuvre si tu es capable de... Donc c'est du travail intellectuel de recherche. Le comptable, c'est celui qui travaille pour l'expert comptable et dont le seul job était de saisir les factures, de valider les factures, de s'assurer que le chiffre sur la facture écrite est bien celui qui est dans le logiciel, et puis à la fin de faire des sommes. Alors au début du siècle, il le faisait avec la calculatrice, puis avec des grands cahiers comme ça. Puis là, il le faisait en le saisissant dans des logiciels. Et puis maintenant, dans beaucoup d'entreprises avancées, la facture est 100% numérique. C'est-à-dire que l'entreprise qui lui achète un truc lui envoie soit par mail, soit par un ERP. Donc là, il ne se passe même plus d'interaction, il n'y a même pas de bouton, il n'y a rien. C'est pouf, pouf, c'est payé, il y a le virement. Ce métier, il est en train de disparaître et dans 2-3 ans, il n'y en aura plus dans les grandes boîtes. Ensuite, ce sera les moyennes boîtes et ensuite, plus personne n'aura de comptable. On fait quoi des plusieurs milliers de comptables en France? Il faut là tout de suite se poser la question de leur droit à la formation, de quel métier ils peuvent faire, de ce qu'ils pourront faire après. Pourquoi pas, quand même, ces comptables, c'est des gens qui ont des facilités avec les chiffres. Donc pourquoi pas les former pour devenir des codeurs? Pourquoi est-ce qu'on les formerait pas à reprendre des études plus ou moins longues? Sur le métier de codeur, c'est intéressant parce qu'on est en train de créer un nouveau type de codeur. Je ne sais pas si vous avez vu les écoles qui forment plutôt entre 3 mois et 1 an. Quand on forme de 3 mois à 1 an les personnes, on ne fait pas des ingénieurs. On fait des techniciens du code. Et ben là, ça va être un danger aussi, parce qu'on forme des gens qui vont être obsolètes dans 3 ans, ou un peu moins même pour certains. Donc ça aussi, il faut faire attention, et c'est une grande réflexion qu'il y a à la grande école du numérique, c'est quand on forme des gens à être intégrateurs front avec un stack technologique fait... En même temps, c'est 3 mois, vous avez 5 ans pour devenir des êtres libres. Là, quand on forme quelqu'un en 3 mois, on lui apprend un ensemble de technologies fermées, et puis on lui dit, voilà, tu fais comme ça, et si le stack change, on lui a pas forcément appris à s'adapter et à changer. Donc ça, c'est les grandes réflexions, c'est comment on apprend à s'adapter, comment on apprend à apprendre, et comment on prévoit. La comptable, c'est un truc pratique, tu vois, c'est du dur, là, demain, il y a des gens, si vous en avez dans votre famille, parlez avec eux, leur métier, il disparaît. On fait quoi? Ça va nous arriver tout le temps, là, je vous avais dit, tous les mois, il y a des nouveaux métiers qu'on va voir disparaître. Les chauffeurs Uber, alors avant c'était des chômeurs, ils sont devenus chauffeurs Uber, ça a créé un emploi. Dans 2-3 ans, ils ne servent plus à rien parce qu'on a des nouvelles flottes sans chauffeur. Là, on a eu peur pour les taxis. Mais les taxis, on s'est dit, c'est pas grave, au pire, ils deviendront chauffeurs Uber. Mais là, on fait quoi de tous les chauffeurs de passagers? Les ambulanciers, les chauffeurs. Ça, c'est plusieurs centaines de milliers d'emplois. On fait quoi des chauffeurs de poids lourds à partir du moment où on arrête quand même... Les poids lourds, environnementalement parlant, c'est terrible. C'est un truc énorme qui se déplace de façon approximative, qui pollue l'environnement, qui bouche les routes et qui fait des problèmes. J'espère
que la technologie et que les ingénieurs vont créer des nouveaux systèmes où on va faire un espèce de fret automatique avec des choses qui n'utiliseront pas de l'essence, qui font pas du diesel. Sauf que c'est plusieurs dizaines de milliers d'emplois, les chauffeurs de poids lourds. Mais j'ai pas envie qu'ils continuent de faire rouler des gros machins comme ça qui polluent l'air et qui saturent les routes. Et ben, ce que le monde, la numérique va faire, c'est qu'on va optimiser ça. Et puis il y aura les premiers petits pays. Singapour, c'est intéressant parce que c'est un micro-pays. Alors c'est intéressant, après sur la démocratie on peut reparler, mais eux au moins quand ils décident un truc, comme c'est tout petit, ils peuvent faire des tests. Et puis ils ont c'est bien aussi les zadistes pour poser des questions. mais en France, ça va arriver ces questions-là. Donc il faut se préparer entre le souhaitable, il y a la question environnementale, la question numérique, il y a la question... Oui, et ces emplois, ils disparaissent devant nos yeux. Avant la fin de vos études, il y aura la question des chauffeurs et il y aura la question des comptables. Alors une dernière question, parce qu'on est en train de déborder un petit peu, mais une dernière question pour Mounir. C'est quelqu'un qui est tout au fond. Donc. D'accord. Donc, vous parlez de perte d'emploi grâce à une automatisation du travail, par exemple pour les poids lourds et autres. Mais ce qu'on a vu récemment avec l'industrialisation et les nouvelles technologies, c'est que les emplois qui sont automatisés, c'est les emplois les plus simples, les plus répétitifs et les moins humains en fait. Mais donc, est-ce que c'est forcément une mauvaise chose? Non, je ne pense pas. Voilà, c'est tout en fait. C'est pas une question, mais... C'est ce que je disais tout à l'heure et c'est ce que je viens de dire là-dedans. Je suis d'accord avec vous. Est-ce que c'est souhaitable? Oui. Mais est-ce que c'est souhaitable que ces personnes n'aient plus de revenus et qu'elles ne soient pas accompagnées? Là, la réponse, c'est non. Évidemment que c'est pas souhaitable qu'il y ait des gens qui conduisent ces purées de camions qui vraiment, rendez compte ce métier, ces gens-là, ils passent leur temps sur la route. Ils ont des accidents, ils ont des cancers de la peau à cause du soleil, ils polluent l'environnement. On n'a pas envie que ces camions continuent de tourner. Et donc, si la technologie permet d'empêcher ça, c'est formidable. Par contre, c'est pas formidable que ces gens-là soient sans emploi. Donc il faut qu'on pose la question de qu'est-ce qu'on fait de leur avenir. Alors, comme on est, je vais juste résumer. On va s'arrêter sur cette dernière question parce que comme on est en direct, il faut que tout le monde comprenne bien. Donc, ce que tu dis, c'est qu'il n'y a pas que les emplois, disons, à basse qualification qui vont être disruptés par l'automatisation, mais aussi des emplois à fort compétences comme les chirurgiens ou les pilotes d'avion. Qu'est-ce que tu peux répondre à cela? Là-dessus, je veux qu'il faut différencier dans ces emplois de high skills, comme tu dis, de très hautes compétences. Il y a des emplois de très hautes compétences qui sont des emplois en fait d'hyper techniciens spécialisés. Le métier de chirurgien, c'est un doublé. C'est cette main, donc qui est une main technique qui est poussée très loin, elle peut être remplacée par le robot. Sauf qu'en fait, le métier de chirurgien, c'est une autre partie. C'est la décision médicale, c'est l'art médical qui est de plutôt choisir une opération qu'une autre, de ressentir ce que le patient va le plus accepter ou pas. Parce que dans une opération chirurgicale, dans 3/4 des cas, il y a quand même des effets secondaires pendant l'opération et après l'opération qui ne se décident pas juste s'ils sont graves ou pas graves. C'est de se dire, sur une jeune femme de moins de 30 ans qui voudra très sincèrement avoir des enfants, ou pas d'ailleurs, on va plutôt proposer ça comme ça ou comme ça. Ça, c'est l'humain qui est derrière et ça, on ne pourra pas le remplacer. Et d'ailleurs, les logiciels qui aident au diagnostic, ils le font sur la base des diagnostics qui ont été faits par plusieurs dizaines de milliers de médecins avant pour trouver le meilleur diagnostic. S'il n'y a plus de médecins humains capables de créer ça, la seule chose que fait Watson d'IBM sur l'aide au diagnostic médical, si vous avez la démo, vous allez voir, c'est génial. Il prend l'historique médical de toute une patiente sur les derniers mois de consultation et il compare ça à toutes ces bases historisées et il propose 3 solutions médicales. Et il met le pourcentage d'acceptation potentielle en disant attention, cette personne a de grandes chances de pas apprécier ce traitement-là, proposez-lui plutôt ça et faites ça. Et ça propose au médecin de choisir, grâce à cette information, de le faire. Sauf que Watson, il a pu faire ça en traitant
en big data tout ce que des médecins, par leur pratique et leur art, ont fait. Sur le pilote d'avion, c'est le grand problème des pilotes d'avion, c'est que c'est pas des penseurs de leur métier, c'est des super hyper techniciens et qui eux peuvent se faire remplacer facilement par la machine. Vous, c'est pour ça que je vous disais, faites attention, ce qui est très rare chez vous, c'est pas que vous sachiez coder, parce que ça, ça c'est pas finalement très intéressant. Si, c'est hyper intéressant, etc., mais j'aime beaucoup. Mais ce qui est hyper intéressant, c'est qu'on vous a appris à apprendre, à coder, à poser des questions, à faire des algorithmes, à réfléchir, à trouver une solution. Et en fait, le mot ingénieur et l'ingénieur, historiquement en France, c'est celui qui trouve des solutions à des problèmes. Et après, il y a plein de moyens d'y arriver, de trouver ces solutions à ces problèmes. Mais c'est ça qui fait que vous ne pouvez pas être, vous ne pourrez pas être outdaté en claquant des doigts. Le pilote d'avion, oui. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'ils se posent beaucoup de questions. C'est pour ça que chez Air France, ils sont horribles avec les gens. Ils ont bien compris que leur rente se justifiait plus. C'est pas normal qu'on paye des gens 20 000 € par an pour conduire des avions, 20 000 € par mois pour conduire des avions, et qui en plus refusent d'en faire un de plus et de partager le. Enfin, bon, ça, je sais pas. Mais donc, ouais, cette question de l'obsolescence des métiers à haute compétence. Différencions là entre les hautes compétences où on a appris à se transformer et celles où malheureusement on n'apprend pas à se transformer. Ok, bah, je crois qu'on va s'arrêter là. Merci beaucoup Mounir.